On s'est déjà rencontrés lors du 5e chapitre de la première partie qui portait sur l'information dans l'entreprise et qui contenait 5 chapitres. J'ai travaillé déjà avec vous le 5e chapitre et on a fait des exercices. Aujourd'hui, on va voir une autre série d'exercices qui entrent toujours dans le cadre de l'information de l'entreprise. On commence par un premier exercice qui porte sur le classement. On vous demande de compléter le tableau par des exemples d'application. Donc pour le tableau, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 2 colonnes, une colonne qui contient les conditions et la deuxième, les applications ou bien des exemples d'utilisation quand on dispose de ces conditions. Premièrement, on a un nombre élevé de documents à classer, exactitude et sécurité, et finalement, secret professionnel. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez relire ces conditions et vous allez essayer de me donner des exemples qui peuvent convenir à ces conditions. Je vous donne un instant pour réfléchir et on passe à la correction. Donc, pour vous aider, par exemple, pour le secret professionnel, bien sûr, il y a des cas où la personne doit classer les documents avec une très grande discrétion. Par exemple, dans le domaine, ou bien chez les médecins. Un médecin, il doit opter pour un classement qui doit respecter le secret professionnel. Donc, on va passer tout de suite à la correction. Commençons par la première application. Quand on a un nombre élevé de documents à classer, on peut les utiliser dans quel cas? On peut les utiliser dans le cas des fichiers clients, des fichiers fournisseurs, etc. C'est-à-dire qu'on a un nombre qui est assez important de documents. Pour l'exactitude et la sécurité, on prend l'exemple de classement des commandes, de bandes de livraison, des factures, etc. Troisième cas, ou bien le dernier cas, c'est le secret professionnel. Pour le secret professionnel, le classement des dossiers et documents confidentiels et, comme je l'ai déjà dit, l'exemple des dossiers médicaux. Donc, je pense que c'est bon. Passons au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, il porte toujours sur le classement. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? En vous basant sur les principes des ordres de classement, complétez le tableau ci-après. Donc, vous avez les principes. On vous demande de déterminer les ordres et par la suite de donner des exemples. Pour les principes, on a classement selon l'ordre alphabétique, classement dans l'ordre des nombres ou bien des chiffres, combine le classement alphabétique et numérique, le classement selon la date. Chaque thème peut contenir des sous-thèmes, il y a une subordination et finalement le classement selon la localisation. Donc vous avez des principes de classement, on vous demande de déterminer les ordres et par la suite de donner des exemples. Donc un instant pour trouver les réponses. Je fais un petit rappel sur les ordres de classement. On a déjà vu les différents types ou bien les ordres de classement. On a vu le classement alphabétique, le classement numérique, le classement alphanumérique par exemple, etc., chronologique, etc. Oui, donc on passe tout de suite à la correction. Pour le classement selon l'ordre alphabétique, bien sûr pour l'ordre, c'est un classement qui est alphabétique puisqu'on va classer nos documents en fonction de l'alphabet ou bien en fonction de l'ordre des lettres. Exemple, dictionnaire, liste des élèves. Donc comme vous le constatez sur les listes qu'on obtient ou bien sur vos listes, toujours on commence par la lettre A, B, C, etc. C'est-à-dire qu'on respecte l'ordre de l'alphabet ou bien l'ordre alphabétique. Pour le classement dans l'ordre des nombres ou bien des chiffres, c'est le classement numérique. Donc, puisqu'on parle des nombres, c'est le classement numérique. Pour les exemples, on peut prendre les factures, les bons de commande, etc. Pour le troisième principe, combine le classement alphabétique et numérique. Bien sûr, quand il y a une combinaison entre alphabétique et numérique, c'est alphanumérique.
Donc, c'est le classement alphanumérique. On peut prendre l'exemple des CIN. Donc, pour les cartes d'identité nationale, ils suivent un ordre qui est, ou bien ils sont présentés dans un ordre qui est alphanumérique, puisqu'ils contiennent une lettre et après on trouve les chiffres. Par exemple, l'immatriculation des véhicules. Passons au principe suivant, classement selon les dates. Donc, quand on parle de date, on parle de classement chronologique. Voilà, c'est le classement chronologique selon les dates. Par exemple, les relevés bancaires, le courrier, les journaux, etc. Donc, chaque thème peut contenir des sous-thèmes. Il y a une subordination. Donc, comme on a déjà vu, quand il s'agit d'une subordination, on parle du classement qui est idéologique. Et on prend comme exemple le plan comptable, les textes de loi, etc. Dernier principe, c'est le classement selon la localisation. Et bien sûr, il s'agit, quand on parle de localisation, on parle de tout ce qui est lié à la géographie. C'est le classement géographique. Et on peut classer, par exemple, en fonction des régions, départements, communes, etc. Par exemple, dans une filiale, dans un siège, on peut classer nos filiales en fonction des régions. Donc, si c'est bien clair, on passe à l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, il ne va pas porter sur le classement, mais il va porter sur la codification. Pour la codification, on va travailler un exercice sur le système binaire. Donc, pour le système binaire, comme on a déjà vu, pourquoi on l'appelle binaire? Tout simplement parce qu'il porte, ou bien il utilise seulement deux chiffres qui sont le 0 et le 1. Donc, pour le système binaire, il n'utilise que les chiffres 0 et 1. Pour convertir un nombre du système décimal ou à base 10, qu'est-ce qu'on doit faire? En système binaire ou à base 2, il suffit de procéder à des divisions successives par la base. Après, les restes, le dernier reste et le premier chiffre, on va voir un exemple, constituent les chiffres du nombre en système binaire et on va voir un exemple. On va convertir le nombre décimal 15 en système binaire. Donc, comment on fait? On commence par la division de 15 par 2. On divise 15 par 2, donc ça donne 7. Le reste, c'est 1. Après, on va diviser le nombre qu'on a obtenu, qui est 7 par 2. On va avoir 3. Le reste de la division, c'est 1. On va diviser le 3 par 2. On va obtenir 1. Et le reste de la division, c'est 1. Finalement, on divise le 2 par 2, on va obtenir 0 et le reste c'est 1. Mais pour cette conversion, qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours la lecture des restes de la division à partir de la partie du bas vers le haut. C'est-à-dire, quand on désire écrire le décimal, plutôt le binaire du décimal 15, donc 15 en décimal, elle est égale à 1, 1, 1 et 1 en binaire. Donc, si c'est clair, on va voir des exemples. On vous demande d'exprimer le nombre décimal 97 et 218 en système binaire. Donc, de la même manière, vous allez procéder à la division par 2 pour obtenir le décimal de 97, le binaire de 97 et le binaire de 218. Donc, je vous donne un instant pour faire la division et on passe juste après à la correction. On passe à la correction. Donc, en divisant 97 par 2, on obtient 48, le reste c'est 1. On divise le 48 par 2, ça donne 24, le reste c'est 0. On divise le 24 par 2, ça donne 12, le reste c'est 0. La même chose, on divise le 12 par 2, ça donne 6, le reste c'est 0. Ainsi de suite. Et lorsqu'on veut écrire, comme je l'ai déjà dit, le binaire du décimal, on commence toujours du bas vers le haut, c'est-à-dire le 1, le 0, 0, 1, 1 et 1. Pour nous, en tant qu'être humain, on comprend 97, mais la machine, elle ne comprend pas le 97. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit le convertir en binaire, qui est le langage machine, en utilisant cette division. De la même manière, bien sûr, on va travailler le chiffre
218, commençons toujours par la division par 2. Donc ça donne 109, le reste c'est 0. On divise toujours le nombre obtenu par 2, ça donne 52, le reste c'est 1. Ainsi de suite, donc jusqu'à la fin. Donc 218 en décimale et 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 et 0 en système binaire. Donc il faut toujours faire la division par 2 du reste, plutôt du nombre qu'on obtient et non pas du reste. L'ensemble des restes, il va nous donner le binaire bien sûr du décimal qu'on cherche. Bon, maintenant, on va passer au quatrième exercice. Pour le quatrième exercice, il va porter sur l'imprimé. Bien sûr, on a déjà vu les imprimés. On a vu deux types d'imprimés qui sont l'imprimé de position et l'imprimé de liaison. Exercice 4. Votre supérieur vous demande d'établir un imprimé qui lui permettra d'avoir des renseignements sur tout accident de travail. Cet imprimé doit identifier le salarié et préciser les circonstances de l'accident. Donc, pour le travail à faire, vous avez deux questions. La première question, de quel type d'imprimé s'agit-il? Justifiez votre réponse. Et le deuxième, c'est la présentation de l'imprimé. Bien sûr, avant de commencer l'établissement de tout imprimé, je dois me poser la question de quel type d'imprimé s'agit-il. Et comme on a déjà vu, il existe deux types d'imprimés qui sont l'imprimé de position et l'imprimé de liaison. Donc, en sachant la différence, bien sûr, entre deux, on arrive facilement à déterminer le type d'imprimé. Vous commencez à réfléchir à la question. Comme on a déjà vu la différence, c'est que pour l'imprimé de position, elle est gardée ou bien conservée à l'intérieur de l'entreprise. Donc son rôle, c'est la conservation de l'information. Par contre, celui de liaison, il permet la diffusion ou bien la transmission de l'information. Donc pour cet imprimé, il est gardé à l'entreprise. Donc son utilité, c'est la conservation de l'information. On passe à la correction. Première question. Donc, notre question, c'était de quel type d'imprimé s'agit-il? Comme on a déjà vu l'utilité de cet imprimé, c'est la conservation de l'information. Donc, c'est un imprimé de position. Il s'agit d'un imprimé de position et bien sûr, on vous demande de justifier votre réponse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il permet de conserver les informations. Pour la présentation, bien sûr, les informations qui nous concernent, c'est la date de l'accident du travail, l'heure, le nom de la personne, son numéro, l'atelier là où elle travaille et son emploi. Qu'est-ce qu'elle fait comme emploi? Et on doit après déterminer les causes et les circonstances de l'accident, ses conséquences. Et bien sûr, on doit avoir des témoins, c'est-à-dire des personnes qui ont assisté à l'accident. C'est clair? Donc, si c'est bon, on passe. Pour l'instant, je vais vous donner un QCM qui porte sur différents éléments du cours qu'on a déjà vu. Donc, pour le QCM, ou bien l'exercice 5, mettez une croix dans la case correspondant à la bonne réponse. Pour la présentation d'un imprimé à l'italienne, elle correspond à la présentation portrait. Bien sûr, on a déjà les réponses sur le QCM. Bien sûr, la présentation d'un imprimé à l'italienne correspond à la présentation portrait. On a vu deux types de présentation, ou bien portrait, c'est-à-dire à la française, ou bien verticale, ou bien à l'italienne, c'est-à-dire paysage ou bien horizontal. Donc, c'est faux. Un rayonnage permet un mode de classement debout ou bien à plat horizontal. Donc, comme on a déjà vu, c'est à plat horizontal. Le codage et la codification technologique ou bien la codification fonctionnelle. Donc, pour le codage, c'est une codification technologique. La visioconférence, c'est deux groupes de personnes qui peuvent s'entendre ou bien deux groupes de personnes qui peuvent se voir et s'entendre. Bien sûr, il s'agit de deux groupes de personnes qui peuvent se voir et s'entendre en même temps. Donc, pour l'exercice 6, complétez le schéma ci-après en précisant les questions qui permettent l'analyse d'une situation donnée selon la méthode QQOQC.
Donc pour la méthode QQOQC, c'est une méthode qui permet d'analyser une situation. Bien sûr, pour le premier Q, Q-lan, il veut dire qui. Après, on a le quoi, le où, le quand et le comment. C'est-à-dire qu'on se trouve devant une situation qu'on doit analyser. Pour faciliter l'analyse, on doit utiliser les 5 questions qu'on appelle les 5 questions clés. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Vous avez l'élément, on vous demande de poser la question. Commençons par exemple le qui. Quand on parle de qui, automatiquement on parle d'une personne. Le quoi, ça doit porter sur l'objet. Le où, c'est le lieu. Le quand, c'est le temps. Et le comment, bien sûr, c'est la manière. Donc, je vous donne un peu de temps pour trouver les questions qui correspondent à chaque élément. Donc, pour le qui, bien sûr, c'est qui va effectuer le travail et quelles sont les personnes concernées. Donc, comme je l'ai déjà dit, quand on dit qui, c'est toujours une personne qui va faire le travail et quelles sont les personnes concernées par ce travail. Le quoi, c'est l'objet ou bien sur quoi porte cette situation ou bien quelle est la tâche à exécuter ou bien à réaliser. Le où, c'est le lieu. Dans quel lieu on doit faire ce travail. Le quand, c'est à quelle date ou bien à quelle heure. Le comment, c'est de quelle manière, de quelle façon, quels sont les procédés à utiliser, etc. Bien sûr, à ces 5 questions clés, on peut ajouter une autre question, bien sûr qu'on ne trouve pas ou bien qui peut ne pas nous être utile dans toutes les situations. Cette question, c'est la question combien. On l'utilise bien sûr quand c'est nécessaire. Donc, je vous demande, j'espère que ça s'était bien passé. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.